Alors rapidement, j'introduis auprès de vous Damien Sanlaville. Damien Sanlaville devait intervenir initialement en binôme avec Gaëtan Lesca. Finalement, il interviendra seul ce matin. Et donc Damien Sanlaville est professeur de génétique, très investi dans le champ des troubles du neurodéveloppement, il collabore beaucoup avec tous les acteurs de la région qui s'investissent dans cette thématique. Il est également coordonnateur dans le cadre du plan France génomique du dispositif Auragène. Damien, je te laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Je joins mes remerciements effectivement à Sandrine Saunier et son équipe LCRA pour l'organisation de ces très belles journées, et ça fait effectivement plaisir de se voir en présentiel. Bien, donc on m'a confié la tâche de parler de tests génétiques des troubles autistiques en pratique clinique. Donc dans ce topo, je vais effectivement essentiellement parler de trois choses. Qu'est-ce qu'un test génétique? Quelles sont les analyses qu'on peut proposer dans ces troubles autistiques? Et quels sont les résultats qu'on a pu trouver? Est-ce qu'on a identifié des choses ou pas chez les personnes avec troubles autistiques? Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Et donc, je fais une petite modification sur le titre qui nous avait été proposé, puisqu'en fait, je ne vais pas parler d'un test génétique, mais de plusieurs tests génétiques qu'il est possible de proposer. Alors, on va commencer par qu'est-ce qu'un test génétique? Et je vais être obligé de faire un petit peu de réglementaire, puisque en France, on a une particularité, c'est que les tests génétiques sont régis par la loi. Alors, qu'est-ce qu'un test génétique? Eh bien, c'est l'analyse de d'une ou plusieurs caractéristiques génétiques d'une personne. Et on peut rechercher également des anomalies, soit sur la molécule d'ADN, donc c'est double hélice d'ADN, soit sur les chromosomes, qui sont le support de notre information génétique, et l'ADN est enroulé sur ce support-là qu'on appelle les chromosomes. Et donc, vous voyez une première distinction, il y a des caractéristiques génétiques. Par exemple, quand on cherche à savoir si des jumeaux sont des vrais jumeaux ou pas jumeaux, on cherche des caractéristiques. Et puis, il y a la notion aussi d'anomalie, qui veut dire qu'il y a une anomalie, c'est-à-dire qu'il y a une variation dans notre génome qui va être responsable de troubles, d'un phénotype, d'une maladie. En génétique, on distingue en fait l'étude du patrimoine génétique qui a été transmis par nos parents, qu'on appelle constitutionnel. On a été constitué de ce que nous ont légué nos parents. Des tests qu'on appelle somatiques, c'est-à-dire de la tumeur. Quand on développe malheureusement un cancer, eh bien, le génome des cellules cancéreuses évolue pour leur propre compte et sont différentes du génome constitutionnel. De façon très binaire, on peut distinguer deux types de tests génétiques. Les tests à visée diagnostique. On estime que la personne est porteuse d'une anomalie génétique qui explique le phénotype, et donc on cherche un diagnostic. Ou alors, dans le cadre de dépistage, par exemple le dépistage du cancer du sein, vous savez qu'il y a des facteurs de prédisposition au cancer du sein. Et on distingue généralement deux périodes. La période prénatale, c'est-à-dire avant la naissance, et la période postnatale, après la naissance. Et dans le cadre de cette présentation, du coup, je vais me concentrer sur quelques points. Nous, on va parler des anomalies qui peuvent être responsables effectivement de signes, soit des anomalies sur la double hélice d'ADN, soit des anomalies sur le support de notre patrimoine génétique qui s'appelle chromosome, en constitutionnel, on ne va pas du tout parler de tumeur, dans une visée diagnostique et en postnatal pour des personnes qui sont nées. Alors, comme je vous l'ai dit, en France, il y a la loi de bioéthique qui a été votée il y a récemment, la nouvelle loi. Et en France, les tests génétiques sont toujours effectués dans un cadre médical, avec une consultation en génétique permettant d'éclairer le patient et sa famille sur l'intérêt du test, les conséquences éventuelles de son résultat, risque pour la descendance, pronostic, changement thérapeutique, éventuellement discussion d'une interruption médicale de la grossesse quand on est en période anténatale. Et la loi nous explique bien qu'après cette information, on doit obtenir le consentement du patient ou de représentant légal, et le prescripteur doit signer une attestation de conseil génétique montrant qu'il a bien fait cette information. Et particularité aussi de la loi, le résultat génétique est rendu uniquement au prescripteur qui, lui, le remet au patient. En France, tout médecin peut prescrire un test génétique, mais l'Agence de biomédecine fait une recommandation qui est que ce médecin doit être en capacité d'expliquer le résultat qu'il va recevoir. La loi de bioéthique, plus exactement, permet de réaliser donc des tests génétiques à des fins médicales. C'est surtout ce qu'on va voir aujourd'hui.
judiciaire ou de recherche scientifique. Donc là, ce n'est pas le champ qu'on va discuter aujourd'hui. Et donc, c'est autorisé dans le cadre de l'article 16.10 et suivant du Code civil. Il faut qu'il y ait une finalité médicale. On ne peut pas en France, pour l'instant, avoir un test génétique pour le plaisir, si j'ose dire, pour savoir. Pour l'instant, il doit avoir une finalité médicale. Et il faut toujours avoir l'accord de la personne ou du représentant légal si c'est un mineur. La personne peut tout à fait refuser de connaître le résultat. Il peut accepter de faire le test génétique et finalement jamais vouloir récupérer le résultat. C'est aussi inscrit dans la loi. Et la personne, depuis en fait 2013, est tenue d'informer les membres de sa famille si on identifie une variation génétique, une anomalie génétique, qui peut avoir des conséquences pour d'autres personnes dans sa famille. C'est ce qu'on appelle l'information à la parentèle. Alors, en pratique clinique, il y a un protocole national de diagnostic et de soins de 2018, et je me concentre sur la partie génétique, qui dit qu'il doit être proposé une consultation de conseil de génétique médicale, et effectivement, on va regarder les antécédents, est-ce qu'il y a d'autres cas dans la famille, et puis est-ce que c'est une forme isolée, ou elle est associée à d'autres symptômes, et à ce moment-là, on va parler de forme syndromique. Donc l'arbre généalogique est un outil indispensable en génétique. Est-ce que c'est un cas isolé dans la famille? Est-ce qu'il y a plusieurs cas dans la famille? Et je rappelle qu'il y a une forte héritabilité des troubles autistiques, où les études de jumeaux ont montré qu'il y avait plus de 50% d'héritabilité des troubles autistiques. Et je rappelle aussi l'importance de la clinique pour les signes associés. Donc les bénéfices attendus de faire ce type de test. Pourquoi on fait un test génétique? Bien, c'est pour limiter l'errance diagnostique. Dans le cadre du plan national maladie rare 3, ce qu'on appelle le PNMR 3, les associations de familles ont vraiment insisté sur le fait qu'il fallait diminuer ce temps d'errance diagnostique, c'est-à-dire entre le moment où on voit les symptômes et le moment où on peut expliquer pourquoi le patient a ces symptômes. Et en plus, si on arrive à faire un diagnostic, on va éviter des examens complémentaires, éventuellement invasifs. Ça permet de nommer les choses, je vais le redire dans la diapo d'après, et puis si on sait la cause, à ce moment-là, on peut faire un conseil génétique, c'est-à-dire effectivement dire est-ce qu'il y a un risque de récurrence, pas de risque de récurrence, est-ce qu'on peut le transmettre, quelle est la probabilité de transmettre cette anomalie, etc. pour le patient, sa famille, en particulier sa fratrie. Et puis, on espère pouvoir améliorer le pronostic. Si on connaît mieux la maladie, on peut améliorer le pronostic et la prise en charge. Donc, pour le patient, plus directement, ça permet d'avoir un nom, on peut nommer quelque chose, de donner une explication dans l'état actuel de la science, expliquer finalement la transmission ou la non-transmission. Ça peut être ce qu'on appelle de novo. De novo, c'est un accident qui est apparu au moment finalement de la fécondation et donc éventuellement déculpabiliser. On peut éventuellement, une fois qu'on connaît la maladie, dire dans ce type de maladie, on sait qu'il y a plus de problèmes ophtalmo, donc on va faire une consultation en ophtalmologie. Éventuellement, pour l'instant, pas beaucoup, mais on essaie d'adapter les traitements. Et puis on espère qu'il y aura de plus en plus d'essais cliniques pour éventuellement proposer des thérapeutiques. Donc, est-ce qu'il y a des anomalies génétiques, en fait, qui sont responsables de troubles du spectre autistique? Donc là, je ne fais pas de teasing, la réponse est oui. Et donc, on va voir pourquoi. Déjà, dans les troubles autistiques, il n'y a pas que la génétique. Il y a différentes étiologies, donc différentes causes possibles. Il y a des causes acquises, donc infectieuses, des traumatismes, des toxiques. Il y a des causes génétiques qu'on va détailler ensemble ce matin, soit chromosomiques, donc on a vu les chromosomes tout à l'heure, soit géniques, liés aux gènes, ou alors ce qu'on appelle multifactoriels ou indéterminés ou liés à l'environnement, donc on en reparlera un petit peu. Là, on se concentre sur les troubles génétiques. Vous avez ici une représentation sur les troubles, les gènes identifiés dans la déficience intellectuelle dans une revue de 2016. Et vous voyez ici qu'en fait, on n'avait pas beaucoup de gènes jusque dans les années 95. Puis les techniques de génétique ont commencé à évoluer. Puis dans les années 2000, 2005, 2010, on a augmenté le nombre de gènes identifiés dans la déficience intellectuelle, qui est un trouble du neurodéveloppement. Et on suppose que ça va être la même chose, en fait, pour les troubles du spectre autistique. On va trouver de plus en plus de gènes qui peuvent être impliqués dans ce type de pathologie, sachant qu'il n'y a pas que des étiologies génétiques. Alors, quels sont les types d'anomalies génétiques qu'on peut identifier chez les personnes avec troubles autistiques? J'ai repris cette revue de Thomas Bourgeron, qui travaille à l'Institut Pasteur et qui travaille beaucoup sur la génétique de l'autisme. Et donc, il a fait ce graphe qui me paraît assez intéressant.
et donc qui montre qu'effectivement, assez tôt, on s'est rendu compte que les jumeaux, finalement, il y avait une héritabilité importante, et donc il y avait probablement une déco génétique. Et puis, on s'est rendu compte que dans la trisomie 21, eh bien, il y avait aussi des troubles autistiques qui étaient associés à la trisomie 21. Et en 91, le gène éphémérin, responsable du syndrome de l'X fragile, a été identifié et on a pu effectivement faire des diagnostics de syndrome d'X fragile chez ce type de patient. Et puis dans les années 2000, se sont développées des techniques que je vais vous détailler après, qui ont permis de mettre en évidence des CNV, qui sont des variations au nombre de copies, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et puis dans les années plutôt 2010, des techniques de plus en plus sophistiquées pour identifier ce qu'on appelle des SNV, des variations nucléotidiques, que je vais vous expliquer également après. Et vous avez ici les techniques qui ont été utilisées pour identifier ce type de gène et d'anomalie. Donc quand on suspecte une anomalie en fait génétique, où est-ce qu'il faut chercher? Eh bien, notre patrimoine génétique est à l'intérieur de nos cellules. Je vous ai représenté ici une cellule avec sa membrane cytoplasmique. Donc, nous sommes constitués de milliards de cellules. Et dans la majorité de nos cellules, il y a un noyau. Dans les globules rouges, il n'y a pas de noyau, mais on va dire que c'est pratiquement l'exception. Et dans ce noyau, il y a quoi? Eh bien, il y a notre Bible, notre patrimoine génétique qui nous a été transmis par nos parents. Mais où nous avons également de l'ADN aussi dans ce qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, en fait, c'est ce qui produit, pour faire simple, notre énergie. Et il y a aussi un ADN qui s'appelle mitochondrial, et cet ADN, lui, provient uniquement de la mère, alors que l'ADN nucléaire, du noyau, provient du père et de la mère. 99,9% de notre patrimoine génétique est compris dans ce noyau. Donc vous avez ici cette cellule, et on peut faire deux grands types d'analyses, soit des études de génétique moléculaire, où on va regarder les lettres qui composent notre patrimoine génétique, ça s'appelle donc du séquençage, et on étudie ces lettres-là. Je vous rappelle qu'on en a 4, notre code génétique n'est pas très compliqué, A, T, G, C, on a 4 lettres. Soit on étudie en fait les chromosomes qui portent notre information génétique, donc ces sortes de bâtons, et ça c'est ce qu'on appelle la cytogénétique ou la génétique chromosomique. Quand on étudie juste les lettres, on fait du ciblé, on regarde une portion de notre patrimoine génétique. Quand on fait un karyotype, on a la chance de voir l'ensemble de notre patrimoine génétique, mais il y a des limites que je vais détailler par la suite. On va commencer par le syndrome de l'X fragile, puisque effectivement, historiquement, c'est vraiment ce syndrome qui a été mis en évidence et qui est associé à des troubles du spectre autistique de façon importante. Il a été d'abord décrit par Martin Bell, on l'appelle aussi le syndrome de Martin et Bell, en 1943, où il y a une association de déficience intellectuelle, d'éléments morphologiques particuliers et une macro-orchidie post-pubertaire. Et en 1976, Jean-François Mattei à Marseille et son équipe ont identifié que sur le bras long du chromosome X, il y avait des sortes de cassures, et c'est pour ça qu'on appelle ça fragile, parce que le chromosome X est comme fragilisé, et donc il a tendance à se casser. Mais on ne le voit pas tout le temps sur un karyotype. Et c'est toujours des Français, vous voyez que les Français ont contribué de façon importante au syndrome de l'X fragile. En 1993, Jean-Louis Mandel et son équipe à Strasbourg ont découvert le gène éphémérin responsable effectivement du syndrome de l'X fragile. Donc au niveau clinique, on l'a dit, il y a une déficience intellectuelle qui est de sévérité variable et qui est moins sévère chez les filles, et quelquefois chez les filles, il n'y a pas de symptômes. Il y a ces éléments morphologiques du visage, un visage plutôt allongé, des grandes oreilles souvent décollées, un front proéminent et un prognathis qu'on ne voit pas bien, ce qu'il faudra un profil. Prognathis, pro c'est en avant, et gnathis c'est le menton, un menton qui est projeté en avant. Et donc les troubles du spectre autistique sont associés d'environ 50%, ça dépend des études, mais à peu près. Et puis il y a aussi une anxiété, une agressivité, enfin des symptômes que vous connaissez mieux que moi dans le syndrome de l'X fragile. Alors, la génétique, c'est une transmission liée au chromosome X, on l'a dit, cette fragilité sur le chromosome X. Le gène s'appelle éphémérin, donc c'est sur le bras long du chromosome X. Et la mécanique a été identifiée par l'équipe de Jean-Louis Mandel, une répétition de triplets. Triplet, ça veut dire 3 lettres de notre code, qui sont CGG. Et donc, il y a une sorte de bégaiement, et ce CGG va se répéter plusieurs fois. Et donc, on est tous porteurs de répétitions, mais normalement en nombre petit. Et si cette répétition dépasse un certain nombre, je vais vous montrer après, eh bien on va devenir malade. Et donc il y a une instabilité de cette expansion de trinucléotides.
et ce n'est pas détectable avec les techniques de séquençage au débit. On pense que le séquençage au débit, c'est-à-dire séquencer tout le génome, permet de résoudre toutes les difficultés. Les expansions de triplets, en particulier CGG, pour l'instant ne sont pas identifiables par les techniques génome entier. Donc, assez sommairement, le mécanisme est celui-là. Vous avez à cette région-là, au niveau du rouge, au niveau de l'exon 1, ici, juste en avant de l'exon 1, cette répétition. Et donc, en fait, plus la répétition va augmenter, bien plus, en fait, on va arriver vers la maladie. Donc, normalement, on a moins de 45 CGG, donc 45 fois CGG qui sont répétés, le N étant 45. Entre 45 et 54, c'est ce qu'on appelle une zone intermédiaire. Puis, on arrive sur une prémutation. Une prémutation, ça veut dire qu'on n'a pas de syndrome de l'X fragile en tant que tel, mais l'instabilité devient plus importante et le risque qu'on transmette finalement une anomalie supérieure à 200, donc le N égale 200, devient importante. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une méthylation. Une méthylation, c'est quoi? C'est l'ajout de groupement méthyle, CH3, au niveau du promoteur. Et le promoteur, c'est lui qui va décider si on va exprimer ou pas la protéine. Donc là, je rentre dans des choses un peu plus compliquées. Mais il faut retenir en gros que quand on dépasse 200, le gène ne fonctionne plus. Si le gène ne fonctionne plus, eh bien, il va avoir une pathologie. Au début, on faisait le diagnostic en Southern blot. Je ne l'ai pas développé parce que souvent on ne l'utilise plus. Maintenant, on utilise un kit qui s'appelle Amplidex et qui fonctionne très bien. Donc, on peut être soit normal, soit prémuté entre 55 et 200, soit avoir une mutation complète supérieure à 200. Donc, il y a un gène et en fait 3 maladies, entre guillemets. On s'est rendu compte, en étudiant les familles, que les femmes qui ont une prémutation vont développer des IOP. IOP, ça veut dire insuffisance ovarienne prématurée. Elles vont avoir finalement une ménopause précoce. Et que les hommes, après 50, 60, 70 ans, vont développer, donc des hommes prémutés, le syndrome appelé EFIXTAS, syndrome de tremblement ataxie associé au X fragile, donc des pseudo-Parkinson, avec des tremblements. En revanche, en mutation complète, là on a le syndrome de l'X fragile tel qu'il a été décrit par Martin Bell, avec une variabilité, en particulier chez les femmes. Donc il faut, devant des troubles du spectre autistique, savoir proposer chez les hommes, mais également chez les femmes, la recherche d'un X fragile. Il faut savoir repérer les conductrices dans l'arbre généalogique, parce que ça permet de savoir quelles branches de la famille sont à risque ou pas d'avoir d'autres enfants avec un syndrome de X fragile. Et il est possible, si c'est demandé, de faire un diagnostic prénatal. Deuxième partie, les anomalies chromosomiques. Donc, quelle analyse on peut prescrire? Bien, historiquement, depuis les années 60, c'est le karyotype. Donc, le karyotype, en gros, c'est notre bibliothèque. Chaque chromosome, on peut dire, c'est un bouquin dans lequel on a toute notre information. Et classiquement, on a 46 chromosomes, XY pour les garçons, XX pour les filles. Donc, c'est 2 ml sur héparine. Je vous rappelle, nécessité d'un consentement et d'une attestation de conseil génétique. Quelles anomalies on peut identifier? Les premières qu'on identifiées, c'est des anomalies de nombre. On a notre bibliothèque, plus un bouquin qui s'est rajouté. Ici, un chromosome 21, en plus. Et c'est très variable dans la littérature. Ça peut aller jusqu'à 30% de troubles du spectre autistique dans la trisomie 21, mais la plupart du temps, et ça dépend des définitions de ce qu'on appelle un trouble du spectre autistique, c'est aux alentours de 5%. On peut avoir des anomalies de la structure. Donc là, on n'a pas gagné un bouquin en plus ou perdu un bouquin, mais en fait, il manque une partie du livre. Donc là, par exemple, vous voyez, il manque une partie du chromosome 13. Et dans des anomalies chromosomiques, on peut avoir des troubles du spectre autistique. J'en fais pas la déclinaison, puisqu'il y a des centaines d'anomalies chromosomiques qui sont décrites. L'avantage, c'est qu'on voit tout le génome. Mais en fait, on le voit vue d'avion. Vous voyez, on ne voit pas ce qu'il y a écrit dans les bouquins. Et c'est ce qu'on appelle le niveau de résolution, 5 à 10 mégabases. 5 à 10 millions de bases. Vous voyez, une base, c'est un nucléotide, une lettre. Là, tout ce qui fait moins de 10 millions de lettres, en gros, on ne voit pas. Donc, il a été développé des techniques de fiches, et je vous en parle parce que certains le prescrivent. Je vous ai mis ici, par exemple, un exemple de syndrome microdélétionnel, la microdélétion 22q1.2. Donc, on utilise des petites sondes fluorescentes pour voir s'il y a un chapitre du bouquin qui a été enlevé, au moment de la conception, par exemple. Et donc, vous avez ici une sonde verte qui permet de reconnaître le chromosome 22. Et puis là, la sonde rouge qui dit, est-ce que là, on a encore l'information de cette partie du livre? Eh bien là, on a 2 signaux rouges, c'est bon. Et vous voyez, chez ce patient, il y a le signal rouge sur ce chromosome 22, et là, il n'y est pas. La délétion, la perte fait 3 mégabases. Donc 3 mégabases, ça ne se voit pas sur un karyotype.
Donc si on ne fait pas de la fiche, on ne la voit pas. On ne voit pas qu'il manque un chapitre dans le bouquin. Et dans cette microdélétion 22, eh bien, les troubles du spectre autistique, dans cette revue, étaient estimés entre 20 et 58% pour les microdélétions 22. Et je pense que vous savez qu'il y a d'autres types, en particulier la schizophrénie, qui sont beaucoup plus mis en avant dans ce type de microdélétion. En cytoanalytique, la révolution a été plutôt finalement les puces à ADN. Alors les puces à ADN, ça a été une révolution parce que finalement on ne voit plus les chromosomes. On ne fait plus de culture, on extrait de l'ADN. Et je ne vais pas vous détailler la technique, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser, mais pour faire simple, on compare l'ADN d'un témoin, une personne qui va bien, en vert, et l'ADN du patient en rouge. Et donc du coup, cette fois, on n'est plus sur des tubes verts, on est sur des tubes violets. Et on dépose ces ADN dans des petits puits, et pour chaque petit puits, on regarde s'il y a autant de vert que de rouge, ou s'il y a plus de vert ou plus de rouge. Et donc, en fait, s'il y a plus de vert, ça veut dire qu'il manque du rouge. S'il manque du rouge, c'est que le patient, il lui manque une partie des informations. Et s'il y a plus de rouge, ben, ça veut dire que le patient, lui, il avait plus d'informations, donc il avait quelque chose en plus. Et donc, en fait, on regarde s'il y a des choses qui sont gagnées ou perdues. Et donc là, le niveau de résolution a augmenté, et on n'est plus au niveau du chapitre, on est au niveau du paragraphe. On est capable de voir, est-ce qu'il manque un paragraphe dans notre patrimoine génétique. Donc on a ce type de puce. Sur Lyon, par exemple, on fait des puces où il y a 180 000 dépôts, ici, et on regarde s'il manque des choses ou pas. Et là, on voit, par exemple, une perte. Donc on voit qu'il y avait trop de vert, c'est-à-dire qu'il manquait du rouge, et donc il manque un paragraphe dans le bouquin qui serait indétectable par les techniques qu'on avait auparavant. Donc là, vous voyez par exemple, eh bien, il y a une partie qui est perdue, une partie qui est gagnée. Donc on regarde s'il y a plus de rouge ou plus de vert chez le patient, pour faire simple. Donc finalement, on est passé du karyotype à ce qu'on appelle l'ACPA, l'analyse chromosomique sur puce ADN. On analyse les chromosomes, mais plus en les voyant, mais sur une puce où il y a de l'ADN. Analyse chromosomique sur puce ADN. Et on a augmenté la sensibilité de fois 100. Là, on voyait des anomalies jusqu'à 5 millions de bases. Maintenant, on peut voir des anomalies jusqu'à 50 000 bases. Donc, on a augmenté la sensibilité de l'examen fois 100. Et donc, c'est pour ça que maintenant, ce qui est préconisé en première intention, dans ces troubles du neurodéveloppement, c'est de proposer cette ACPA, en anglais EuroCGH, CGH arrêt. Donc, en pratique, en plus de demander une recherche d'X fragile, on va demander cette fameuse puce à ADN pour voir si on identifie en fait des petites anomalies, des petits déséquilibres, des choses en plus ou en moins sur notre génome. Donc la première grosse publication date de 2014 de Pindo et collaborateurs, et donc ils avaient montré dans ces patients avec troubles autistiques 3% de variation du nombre de copies. Donc ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle des CNV pour Copy Number Variations. Variation, donc des choses en plus ou en moins du nombre de copies. Normalement, on a 2 copies, une copie de son père, une copie de sa mère. Ben là, il en manque une ou il y en a une en plus. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des CNV, variation du nombre de copies. Et je ne vais pas toutes vous les détailler, mais vous voyez qu'il y a eu tout un tas d'anomalies, de variations de notre génome identifiées chez ces patients-là. Donc vous avez ici une revue récente de 2017 qui dit que finalement rapporte 3 points essentiels, je n'ai pas tout développé. Il y avait une cohorte de 2147 patients atteints de troubles du spectre autistique, 4,6% de variation de nombre de copies de novo, c'est-à-dire arrivées durant finalement la conception, ni le père ni la mère en sont porteurs, ça veut dire de novo. La Simpson Simplet Collection, finalement, le taux de CNV était monté à 10%. Et puis une autre étude sur 1532 familles de AGREE, Autism Genetic Resource Exchange, qui montre qu'il y a des CNV qui sont de novo, c'est-à-dire un accident au moment de la conception, mais aussi un certain nombre qui sont hérités de parents, ce qui montre l'importance aussi du phénotypage, de l'examen clinique des parents. Il y a une base de données qui s'appelle AutoDB, donc Autism Database, qui répertorie en fait toutes ces variations de nombre de copies. Et donc vous avez ici en rouge et en vert ceux qui sont rares, plutôt syndromiques, et les autres. Et donc je l'ai consultée avant-hier, elle n'a pas été mise à jour depuis décembre 2021. Eh bien, il y a 2274 CNV qui touchent 1295 gènes qui ont été identifiés actuellement dans ces troubles autistiques. Alors il y a cette publication également de 2021, pour faire encore plus récent, sur justement la contribution des anomalies de novo.
Et donc, en fait, ils ont repris la Simpson Simplex Collection et la Grey Collection. Ils ont fait la puce ADN, et puis ça me fera la transition pour le moléculaire, là, pas le génome. Et ils ont regardé, finalement, si on voyait des anomalies au niveau de notre génome. Et je me suis concentré sur les variations de copies, parce qu'on est dans le chapitre cytogénétique. Et vous voyez que dans cette étude, ils montent jusqu'à 38%. Et il y a une chose qui est importante, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle coding. Coding, c'est ce qui est codant. C'est-à-dire les régions de notre génome où on sait qu'il y a une fonction, en tout cas dans l'état actuel des connaissances. Et non-coding, ça veut dire des régions où, a priori, on n'avait pas de région codante, mais peut-être qui vont influencer l'expression des gènes. Et si le gène n'est pas exprimé, parce qu'il y a une anomalie en amont ou en aval, eh bien, ça va faire quand même une pathologie. Et finalement, on monte à 38% dans cette étude relativement récente. Ça, c'était les anomalies sur les chromosomes. Maintenant, on va passer aux anomalies sur les gènes. Donc, ça date, la découverte de la double hélice de l'ADN, c'est 1953, c'est pas si vieux que ça. Et je rappelle juste qu'en 1975, le Southern blot a été mis en évidence, et c'est avec ces techniques au début qu'on diagnostique l'X fragile. Mais surtout, c'est le séquençage qui a été vraiment une avancée, où on a pu lire en fait notre code génétique. Le séquençage, c'est la lecture de nos lettres. Donc là, vous avez une séquence. Et on voit T, C, T, A, C, G, etc. Et donc, on peut lire pour voir s'il y a une faute dans ce code-là. Alors, on parlait de mutation. Donc, ce n'est pas facile à voir. Mais en fait, là, il y a un double pic. Pourquoi il y a un double pic? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on reçoit la moitié de notre patrimoine génétique du père et la moitié de la mère. Et donc, s'il n'y a pas d'erreur, normalement, on a la même base. Le père transmet un C, la mère transmet un C. Donc, on voit que le C. Mais s'il y a une erreur qui se produit sur un des allèles, paternel ou maternel, eh bien on va avoir un double pic. Donc là, par exemple, il y a un pic rouge, qui est le T, et il y a un pic bleu, qui est le C. Donc du coup, il y a bien une variation. Et souvent, le terme utilisé est mutation. Un peu de sémantique. Maintenant, on essaye de ne plus parler de mutation en génétique, on parle de variation. Une variation, c'est une différence par rapport à ce qui est attendu par rapport au génome dit de référence. Donc là, on a une variation ponctuelle, un T qui a été remplacé par un C. Et pourquoi on parle de variation? Car si je vous faisais votre génome, eh bien, nous sommes tous porteurs de 4 millions de variants génétiques qui expliquent, entre autres, notre diversité. Et la question, c'est savoir s'il y a une variation qui explique une maladie. Et puis, en fait, depuis les années 2010, eh bien, il y a le séquençage à haut débit. Le séquençage que je vous ai montré, on n'étudiait qu'une petite partie ciblée de notre génome. Eh bien, avec le séquençage haut débit, on est capable de lire de plus en plus d'informations de notre génome. Donc, on peut lire un gène complet, plusieurs gènes, toutes les régions codantes, c'est-à-dire pour lesquelles on sait qu'il y a une fonction en une fois, voire l'ensemble du génome d'une personne. Donc, les panels de gènes, c'est finalement plusieurs gènes qui sont étudiés en une fois pour voir si on trouve une variation. L'exome, donc les séquences codantes connues, c'est à peu près 1 à 2% du génome. Et puis on peut séquencer tout notre génome. Notre génome, c'est 3 milliards de lettres. Donc avant, on séquençait des petits bouts, ce qu'on appelle le séquençage Sanger. Avec le séquençage haut débit, on a pu séquencer en une seule fois, parce que là, on faisait cet exon-là, puis après on passait à celui-là, puis celui-là, etc. Donc ça prenait beaucoup de temps. Et puis, on a pu faire des panels. Par exemple, dans l'épilepsie, on connaît environ 100-150 gènes. Au lieu de les faire un par un, on les fait tous ensemble et on regarde en une fois s'il y a une variation qui peut expliquer la cause de l'épilepsie. Ou on peut faire tout l'exome, voire tout le génome. Alors, pourquoi ça a été possible? C'est qu'en fait, au niveau technologique, les séquenceurs ont évolué. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la première séquence du génome humain, il a fallu 13 ans et 3 milliards de dollars pour arriver à la finaliser. Les nouveaux séquenceurs permettent, je parle juste en technique, parce qu'en interprétation, c'est une autre chose, en une semaine de séquencer 24, voire 48 génomes, en une semaine. Donc on a une différence d'échelle qui est énorme. Donc ça, c'est très bien d'avoir de la donnée, mais cette donnée, il faut en faire quelque chose. Et donc, on complexifie l'analyse. Pour synthétiser, on a des variants, et on a 3 grands types de variants. Soit des variations d'une base, et je vous le dis parce que éventuellement vous allez lire d'un compte-rendu qu'on appelle des SNV, Single Nucleotide Variant, variation d'une base, un C donne un A, ATAC, et là on a ATA, un SNV, une base qui a changé.
On peut avoir des variants de structure, et là, la structure, on part sur le chromosome. Je vous ai dit, la structure qui porte notre ADN, c'est des chromosomes. Soit des variations de copie, et si vous m'avez suivi sur l'histoire des puces ADN, vous avez vu qu'on peut voir si on a gagné ou perdu. Donc là, il n'y a pas de faute d'orthographe, mais il y a des chapitres entiers qu'on a gagnés ou perdus, voire un livre en entier, par exemple la trisomie 21. Et puis il y a ce qu'on appelle les balances structurales variants. Donc je ne l'ai pas beaucoup détaillé parce que ça n'a pas beaucoup d'impact dans les troubles autistiques. C'est en fait que la bibliothèque est mal rangée. Donc il y a des échanges entre les chromosomes. Il y a des chromosomes qui échangent une partie de l'information, mais il n'y a pas de faute d'orthographe. Et il n'y a rien de gagné, rien de perdu. Balance en anglais, ça veut dire équilibré, rien gagné, rien de perdu. Mais néanmoins, la structure n'est pas normale. Et donc, vous avez plusieurs types d'examens pour identifier ces anomalies. Le séquençage pour les SNV, les puces ADN pour les CNV et le karyotype pour les remaniements équilibrés. Et le développement du séquençage génome entier, ce qu'on appelle en anglais le whole genome sequencing, eh bien, de plus en plus arrive sur un seul examen à identifier tous ces types de variations. Alors, au point de vue de l'interprétation, il faut bien comprendre que quand on va avoir des variations, il va falloir les classer. Et dans vos comptes rendus, vous allez peut-être voir apparaître cette classification. On a soit des variations du nombre de copies, des choses gagnées ou perdues, soit des variations de la séquence. Et donc, il faut classer. Si on trouve que le variant est de classe 4 ou 5, ça veut dire qu'on estime que cette variation du génome explique les problèmes présentés par la personne. Donc, il y a une relation de cause à effet entre la variation identifiée et les signes. Classe 1 ou 2, ça veut dire que ce n'est pas en lien, ça fait partie du polymorphe des variations interindividuelles. Et puis il y a une classe embêtante, parce qu'on ne connaît encore pas tout, qui est la classe 3, et en anglais c'est Variant of No Significance, ça veut dire variant de signification clinique inconnue. On a vu une variation, mais dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas dire si c'est bénin ou si ça explique la maladie. Et donc, il va falloir encore attendre pour savoir comment on va classer finalement cette variation. Et peut-être, vous avez eu des classes 3 qui sont rendues, donc c'est indéterminé, on ne sait pas. Généralement, on fait un test génétique en vue de répondre à une question médicale. Mais comme vous l'avez vu, de plus en plus, on fait des techniques qui s'appellent pangénomiques, c'est-à-dire l'ensemble du génome. Donc, on peut trouver des choses qui sont sans rapport avec l'indication médicale. C'est ce qu'on appelle les données additionnelles. Donc, l'Agence de la biomédecine avait défini des données additionnelles comme finalement des anomalies ou des variations sans relation avec l'indication. Par exemple, trouble du spectre autistique, et on trouve finalement une prédisposition à un cancer. Et a défini deux sous-types, la donnée secondaire et la donnée incidente. La donnée incidente, c'est qu'on l'a vu, on ne voulait pas le voir. Sur les 4 millions de variants, on ne peut pas regarder les 4 millions, on a des outils bioinformatiques qui vont nous prioriser des variants, et ceux-là, on va les voir. Et la donnée secondaire, c'est ce qui sont faits par les anglo-saxons, en particulier les américains. On va rechercher activement, par exemple dans le gène BRCA1, prédisposition aux tumeurs du sein, au cancer du sein, est-ce qu'il y a une variation? Elle n'était pas dans notre top list, mais on va quand même aller voir activement s'il n'y a pas quelque chose. Eh bien, ce n'était pas autorisé dans la loi, et depuis la loi de bioéthique de 2021, on est autorisé, si le patient le consent, à rendre des découvertes incidentes sans lien avec l'indication. Et donc, du coup, il va falloir faire cette information-là lorsqu'on va prescrire ce type de test. Donc, la loi a été votée le 2 août 2021, publiée au journal officiel le 3 août, et donc spécifie bien le cas échéant, c'est la grande différence, de la possibilité que l'examen révèle incidemment des caractères génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial, mais dont la connaissance permettra à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseils génétiques ou de traitement. Mais tout de suite est rajouté de la possibilité de refuser la révélation de ces résultats. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On attend les décrets d'application pour voir comment ça va se mettre en place, mais c'est un changement majeur de la loi de bioéthique. Alors, on peut faire effectivement des études pangénomiques, en particulier grâce en France au plan France Médecine Génomique 2025. Il y en a d'autres dans le monde. Il y a Genomic England en Angleterre, il y a Holofios aux États-Unis. Et là, vous avez une carte de tous les plans génomiques dans le monde. C'est-à-dire que des gouvernements ont investi dans la génomique, où on propose à des patients, soit en recherche, soit dans le soin. Une particularité de la France, c'est que c'est dans le soin, alors que par exemple, en Angleterre, c'était dans la recherche, de faire des études du génome complet. Et donc la France, avec la Haute Autorité de Santé, a défini 70 préindications, c'est-à-dire pour lesquelles la pathologie, on va pouvoir proposer de faire un génome complet. Et donc il y a une des préindications qui s'appelle
trouble du spectre autistique ou tout précoce et sévère du neurodéveloppement sans déficience intellectuelle de forme monogénique, parce qu'il y a une préindication de déficience intellectuelle. Donc les responsables, il y a le professeur Delorme à Robert Debré, il y a Anne-Claude Tabet aussi à Robert Debré, et d'autres personnes que vous pouvez lire ici qui ont porté cette préindication. En pratique, les dossiers sont discutés au sein de RCP, mais ça veut dire que vous pouvez effectivement saisir ces RCP si vous voulez faire un génome pour des patients qui ont des troubles du spectre autistique ou tout précoce et sévère du neurodéveloppement. Vous voyez ici dans quelle ville et sur le site du plan France Génomique, vous pouvez retrouver cela. Actuellement, il y a 2 laboratoires qui font ces tests en France. Sequoia pour Paris-Île-de-France et donc toute la région nord, et Euragen pour Auvergne-Rhône-Alpes génomique et toute la région sud, plus l'outre-mer. Vous trouvez sur le site du plan la fiche de prescription à remplir pour discuter lors de la RCP, réunion clinico-biologique, enfin réunion de concertation pluridisciplinaire, de la possibilité ou pas de faire un génome pour votre patient. Alors, est-ce qu'on a identifié des gènes ? Bien oui, je ne vais pas tous les détailler. Vous avez cette revue de l'équipe justement de Thomas Bourgeron qui montre que sur tous les chromosomes ont été identifiés des gènes impliqués dans des troubles du spectre autistique. Et donc il y a une liste qui est tenue à jour, c'est la SPARC, Simon Powering Autism Research, qui montre qu'actuellement il y a 167 gènes qui sont listés en bleu, qui ont été impliqués en fait dans des troubles du spectre autistique. Il y a 43 variations de copies qui ont été identifiées. Et puis, il y a 5 anomalies chromosomiques plus grandes, dont la trisomie 21 ou le syndrome de Turner, pour lesquelles sont développés des troubles du spectre autistique. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'il faut prescrire ? Eh bien, s'il y a une forte suspicion de trisomie 21, on fait un karyotype. Pas besoin de faire un génome pour une trisomie 21, c'est un bouquin en plus. Mais généralement, on fait le diagnostic de trisomie 21 avant l'apparition des troubles du spectre autistique. L'X fragile, on sait que le délai entre le moment où on fait le diagnostic et les symptômes est souvent assez long. Il faudrait réduire ce délai. Et vous l'avez vu, l'analyse chromosomique sur puce ADN. Donc, en pratique, la recommandation actuelle, sauf si on suspecte une trisomie 21, mais souvent le diagnostic a été fait avant, c'est proposer une recherche d'X fragile et une analyse sur puce ADN. En deuxième intention, si on n'a rien trouvé, là, on peut discuter éventuellement d'un panel, donc de gènes qui ont été impliqués, vous avez vu, il y en a un peu plus de 150, ou voir un génome entier dans le cadre du plan France Génomique. Et je trouve que c'est important de voir recontextualiser. Il me semble que c'est dans des cas éventuellement syndromiques qu'on peut identifier cela. Donc il faut voir si c'est des troubles du spectre isolés, syndromiques, avec déficience intellectuelle, épilepsie. Et pour l'épilepsie, par exemple, Spence montre que dans son étude, il y a 50% d'épilepsie avec des troubles du spectre autistique. Et Amiel, dans son étude, montre que TSA plus DI, c'est 21,5% d'épilepsie. TSA sans DI, c'est 8% d'épilepsie, essentiellement des spams infantiles. Et dans ces troubles-là, on retrouve effectivement des gènes impliqués dans des formes syndromiques, la sclérose tubéreuse de Tournevis, la trisomie 21, le syndrome de l'X fragile, le syndrome de Pitt-Hopkins, etc., etc. Mais c'est souvent des troubles associés à d'autres choses dans des formes syndromiques. Il y a une équipe française de Rouen qui travaille également beaucoup sur les troubles du neurodéveloppement, qui a montré, par exemple, que pour les variations de copies, eh bien, si on a des troubles du spectre autistique avec déficience intellectuelle, on trouve environ dans 20 à 30% soit des CNV, soit des SNV. Donc maintenant, vous êtes très fort en génétique, donc SNV, vous vous rappelez que c'est une variation de nucléotides. Et donc, dans les troubles isolés, on est entre 13 et 13,7%. Et ils avaient aussi une cohorte d'Asperger, où là, on est à peu près à 16%. C'est une publication d'il y a 2 ans. Alors, je me suis attardé aussi un petit peu sur cette lettre de JAMA, en fait, JAMA Psychiatrie, qui regardait effectivement les tests génétiques qui étaient proposés chez les patients avec troubles du spectre autistique. Et vous voyez, en particulier pour 2002-2014, que finalement, il n'y a pas beaucoup de X fragiles qui sont prescrits, un petit peu d'analyse chromosomique sur puce ADN, et ils disent que si on regarde les recommandations, il y a seulement 3% des patients qui ont bénéficié des tests génétiques selon les recommandations. Donc, éventuellement, ça peut porter à interrogation. Et pour les cas où aucune anomalie génétique n'a été identifiée, c'est soit qu'il n'y a pas de cogénétique, soit on n'a pas su la mettre en évidence, parce qu'on ne connaît encore pas tout, soit on est sur des formes dites polygéniques multifactorielles. Je vous ai parlé essentiellement de causes monogéniques. Un gène responsable du phénotype. Donc là, il y a un facteur causal, il y a une anomalie qui est causale, une classe 4 ou 5, si je reprends la classification. Souvent, c'est syndromique, souvent, c'est de novo, un accident de la famille, et donc on est à l'échelle de la famille. Mais en fait, de plus en plus, on voit des facteurs de vulnérabilité, c'est-à-dire l'addition de plusieurs variants
qui vont faire qu'on va développer des troubles du spectre autistique. Et là, on a une échelle plutôt populationnelle. Et en particulier, l'équipe de Thomas Bourgeron a montré, comme s'il y avait un seuil, on a quelques variations, mais du moment qu'on dépasse un certain seuil, on va commencer à développer des troubles du spectre autistique. Alors, quelle est la conclusion? Eh bien, toujours l'équipe de Thomas Bourgeron montre ce schéma, où finalement, on a à peu près 40% environnement, autres, etc. Et puis, on a des variations de novo fortes, jusqu'à finalement des facteurs de prédisposition. Mais finalement, ces facteurs génétiques, lui, proposeraient, tout venant, c'est 62%. Sachant que ceux qu'on identifie ou pour lesquels on est vraiment sûr, on tourne entre 10 et 15%. Puis après, on augmente le nombre de variations génétiques qui peuvent finalement expliquer, avec, vous voyez, jusqu'à 1000 petites variations, enfin 1000 régions du génome où on peut avoir des variations. Donc la conclusion, il existe des étiologies non génétiques. Il n'y a pas que de la génétique. Il n'y a pas de gène spécifique à l'autisme. Il n'y a pas un gène de l'autisme, en tout cas dans l'état actuel des connaissances. La clinique reste importante. Il faut avoir une expertise clinique et savoir si c'est des formes familiales ou isolées. En première intention, on devrait rechercher un syndrome de l'X fragile et faire une analyse chromosomique sur puce ADN. Si ces examens sont normaux et qu'on a une forme syndromique, ça vaut vraiment le coup, je pense, de discuter un panel ou un génome entier dans le cadre, effectivement, de France Médecine Génomique, avec des discussions entre généticiens, des psychiatres, des experts, en fait, du domaine. Et puis, je vous rappelle les règles de prescription des tests génétiques qui sont régulées par la loi de bioéthique et les perspectives qui sont encore de la recherche. C'est effectivement les risques, donc ce qu'on appelle les scores de risque polygéniques, où l'association de différentes variations pourrait être responsable d'une prédisposition importante aux troubles du spectre autistique et éventuellement des études de méthylation. Donc là, on n'est plus sur les nucléotides, on est en fait sur l'environnement de notre génome. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Damien pour la très grande clarté de ton exposé qui nous a fait un panorama de la génétique de l'autisme avec beaucoup de lisibilité. On a peut-être le temps pour une question. Il y a une question. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Je souhaiterais poser une question par rapport à vos recommandations en termes de fréquence. Je suis ici, tout au milieu. En termes de fréquence, à quel rythme peut-on reproposer les investigations, en sachant que nous voyons, je vois comme Caroline, des adultes avec autisme. Donc nous reproposons systématiquement les consultations et investigations génétiques à titre de diagnostic étiologique, mais à quel rythme proposez-vous effectivement de refaire ces investigations en sachant qu'il y a 10 ans, nous n'avions pas toutes ces possibilités, même pas le panel de gènes, enfin, dans certains cas et dans certaines villes, et donc on n'en était pas là, on en était essentiellement à une recherche sur les puces à ADN. Oui, c'est une très bonne question, merci. Effectivement, les tests génétiques évoluent rapidement. Il y a 10 ans, on ne parlait pas du tout de panel, encore moins d'exomes et encore moins de génomes. Les puces, c'est à peu près depuis 2007 qu'elles sont en France. Les panels depuis 2015 à peu près, pour faire simple. Et puis depuis environ 2 ans, on a l'accès au génome. Donc il y a un intérêt effectivement à se reposer la question si une puce ADN a été rendue sans variation de nombre de copies pathogènes et que la clinique est en faveur éventuellement d'une étiologie génétique, de se poser la question d'un panel, voire d'un exome ou d'un génome. Et ça peut être rediscuté dans le cadre de RCP pour une prescription. Donc je pense vraiment que s'il y a une forte suspicion d'anomalie génétique, les techniques ont tellement évolué que ça vaut le coup de le faire. Sinon, en général, on conseille tous les 2-3 ans parce qu'il y a la technique, mais il y a aussi les connaissances. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte dans les années à venir qu'on a fait un génome chez une personne, on l'a rendu sans variation pathogène, et 2 ans ou 3 ans plus tard, les connaissances ont augmenté, les gènes ont été mieux connus, et donc sur les mêmes données, et c'est ça qui est un peu contre-naturel, on n'aura même pas besoin de refaire de prise de sang, sur les données qui ont été produites, on va pouvoir dire, bah si en fait il y a quelque chose, mais qui n'était pas connu il y a 2-3 ans. Donc ça, un des enjeux dans l'avenir, ça va être la réanalyse des données, mais ça va demander un petit peu de temps pour que ça se mette en place, mais je dirais tous les 2-3 ans, on peut vraiment se reposer la question. Merci. Merci beaucoup Damien.